de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors Sabina, aujourd'hui, c'est le premier podcast du mois de janvier, donc on va déjà souhaiter une très bonne année à nos auditeurs et nos auditrices et leur souhaiter... Quoi ? Qu'est-ce que tu leur souhaites ? Tiens. Je leur souhaite une année sereine, parce que 2023, je crois, a été une année un peu compliquée peut-être pour certains. Je leur souhaite la santé d'abord, parce que sans ça, c'est un peu compliqué. Et puis la réussite dans tous leurs projets, et beaucoup d'amour, beaucoup de couleurs, beaucoup d'art. Beaucoup d'inspiration. Beaucoup de courage aussi, beaucoup d'audace. Enfin voilà, plein de bonnes choses à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Et donc aujourd'hui, pour reprendre, histoire de reprendre vraiment sur les chapeaux de roue et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on a décidé de parler de l'art abstrait en se posant la question, est-ce que c'est plus facile de faire de l'art abstrait ? Alors, on va commencer quand même par resituer peut-être l'art abstrait dans la longue histoire de l'art. Vas-y, dis-nous un petit peu ce que... Allez, vas-y. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce que je sais, c'est que l'art abstrait est un mouvement artistique qui a commencé peut-être fin du 19e siècle, début du 20e siècle, après les impressionnistes qui s'étaient un peu écartés des modes traditionnels de la peinture. Il y a eu le cubisme, et puis après, vraiment au début des années 1900, il y a eu les premiers artistes qui sont partis vraiment dans l'abstraction. Et habituellement, on cite trois artistes. Donc il y a Vassili Kandinsky, qui on dit est un peu le précurseur, l'initiateur de l'art abstrait. Il y a aussi Paul Klee et Hilma af Klint. Et ça me fait rire parce que Hilma af Klint, c'était une artiste qui peignait la spiritualité. C'était un peu sa source d'inspiration. Et il y a quelques années en arrière, Ikea s'est mis à vendre des posters de Hilma af Klint. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de succès, ces posters. Et ils étaient très beaux. Et elle est revenue un peu à la mode, on l'a un peu recouverte grâce à Ikea. Oui, parce qu'on a considéré que c'était les hommes en fait qui étaient à l'origine du mouvement, et tout d'un coup on s'est dit non, en fait c'est peut-être une femme. Oui, il y avait aussi des femmes dans l'art abstrait. Et alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'art abstrait par rapport à l'art figuratif, c'est un art qui ne cherche pas à représenter fidèlement le réel en fait, et c'est un art qui joue sur les formes, sur les couleurs, sur les marques gestuelles, et donc c'est vraiment en rupture par rapport à ce qu'on a connu avant. Et puis après ces trois artistes-là, au fil des années 1900, il y a d'autres artistes qui sont très connus. Je vais en citer quelques-uns parce que ça donne un peu en image, on va penser tout de suite à leurs œuvres, comme par exemple Piet Mondrian. Il faisait des tableaux avec des rectangles, des rectangles blancs et puis des rectangles colorés. Il y a Jean Miro, Jackson Pollock, tout le monde le connaît plus tard. Il y a Hélène Frankenthaler et Marc Rothko aussi. Voilà, ça c'est un peu les noms de référence dans l'art abstrait. Et puis après, plus récemment aussi, il y a des grands artistes qui paraissent dans les grands musées, notamment aux États-Unis, parce que je pense que c'est beaucoup aux États-Unis, c'est très encouragé, c'est très soutenu. C'est eux les premiers qui ont encouragé les artistes qui faisaient ça, en fait. Alors qu'en Europe, on était encore un peu resté sur des choses plus classiques. Mais les Américains ont tout de suite vu l'intérêt et la nouveauté de tout ça. Voilà, c'est ça. Bon, et puis il faut dire aussi que c'était début du XXe siècle, avec les guerres, avec tout ça, c'est vrai que l'Europe était quand même moins à l'aise financièrement aussi, peut-être. Voilà. Et en fait, on parle de l'art abstrait, mais c'est un art qui se subdivise en plein de courants différents, en fait. Il y a plein d'écoles différentes, donc, et dans chaque sous-catégorie, il y a des codes bien précis. Donc, par exemple, Kandinsky, on dit que c'est le représentant de l'abstraction lyrique, parce qu'il cherche
à montrer la puissance des émotions et l'impact de la couleur. Malevich, lui, représente le suprématisme, donc sensibilité picturale pure, où les formes et les couleurs sont travaillées pour elles-mêmes. Et Mondrian, par exemple, ça va être le représentant de l'abstraction géométrique. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on parle de l'art abstrait, mais ça recouvre énormément de sous-mouvements et de sous-mouvements. Oui, c'est très, très riche, mais aujourd'hui, c'est quand même le courant principal de l'art contemporain, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'en me préparant pour cet épisode, j'ai découvert en fait des artistes abstraits que je ne connaissais pas, mais qui sont mondialement connus. Donc, j'avoue mon ignorance. Ouais. Bah, on peut pas tout connaître non plus, puis on n'est pas théoricienne de l'histoire de l'art. Enfin, on n'est pas. Voilà. Mais j'ai découvert par exemple C. Twombly. Ouais. Tu connais? Oui, donc il fait des toiles géantes, c'est une espèce de gribouillage, graffiti, c'est assez surprenant. Ouais. Et ça m'a interpellée ce qu'il fait, c'est parce que je pense que peut-être une vingtaine d'années en arrière, j'aurais dit ça c'est pas de l'art, mais aujourd'hui je vois ça différemment, mais c'est assez surprenant, il a un style vraiment très particulier. Il y a aussi une artiste qui est américano-éthiopienne qui s'appelle Julie Meretu. Je ne sais pas si tu la connais. Alors, son nom me dit quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'elle fait. Alors, elle est surtout connue pour la taille de ses œuvres. Elle fait des tableaux, mais qui sont gigantesques. Donc, elle a une espèce de nacelle qui lui permet de peindre de haut en bas. Elle travaille beaucoup sur ordinateur d'abord, et puis après, elle peint sur la toile. Et c'est... J'ai du mal à décrire ses œuvres, mais j'encourage les auditeurs à découvrir ce qu'elle fait. Sur Internet, on trouve ses œuvres, évidemment. Et puis, il y a aussi un dernier artiste qui m'a frappée. J'ai trouvé vraiment très beau, très poétique. C'est vraiment l'abstraction pure. C'est Zhao Wuqi. Oui. Franco-chinois, je crois. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est très touchant ce qu'il fait. Il est peut-être plus dans l'abstraction lyrique justement. Il est plus, Ah oui, c'est superbe. C'est magnifique. Il y a vraiment des très On se rapproche du paysage un peu imaginaire quand même dans certaines toiles aussi. Ouais. Toi, t'en connais d'autres Non, j'avais noté ces noms-là. J'ai pas recherché précisément des artistes au-delà des noms connus, parce qu'il y en a tellement en fait, mais effectivement il y a des choses qui me laissent pas du tout insensible, évidemment. Moi, ce qui m'a frappée en fait en regardant les œuvres de tous ces artistes, qu'ils soient encore vivants ou pas, c'est que vraiment chacun apporte quelque chose de très personnel. Ils se démarquent vraiment. Et on les reconnaît, quoi, les peintures. Une fois qu'on en a vu quelques-unes, on arrive facilement à savoir qui est l'artiste derrière la toile. Et ça, c'est assez surprenant. Je crois que c'est justement, et on va en parler des avantages et des inconvénients si on veut. Enfin, c'est pas très bien exprimé, mais disons que l'art abstrait, c'est quand même un art où, comme tu n'es pas en train de t'inspirer de l'extérieur et du réel, tu vas chercher des choses en toi. Donc forcément, ton art, il est éminemment personnel et singulier, en fin de compte. Et c'est ça qui rend aussi les choses extrêmement intéressantes à découvrir. Ouais. Et on peut peut-être parler de notre relation par rapport à l'art abstrait. Donc, toi, je sais que tu peins principalement de l'abstrait. Ouais. Peut-être tu peux nous raconter un peu comment tu as démarré dans l'abstrait, comment tu vis l'abstrait, comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai commencé quand j'étais très jeune par faire plutôt du figuratif, faire des portraits, faire des choses comme ça. Et quand je me suis remise à peindre à partir de 40-45 ans et que j'ai découvert l'acrylique, ça a été un peu comme une évidence que j'avais envie d'aller plutôt vers l'abstraction, en fait, parce que je trouve ça excitant intellectuellement, l'art abstrait, beaucoup plus que l'art figuratif, en fait. Tu vois, c'est un peu comme... Alors, j'adore le jazz aussi, par exemple, et moi, je mets ça en parallèle, l'art abstrait et l'improvisation de jazz, par exemple. C'est-à-dire qu'on part d'une base commune, mais chacun va exprimer des choses personnelles différentes, soit à travers la musique, soit à travers la peinture. Et pour moi, l'art abstrait, c'est aussi quelque chose qui tend vers le jeu.
Il y a aussi une forme de jeu avec la matière, avec les couleurs, avec les formes. Et donc ça me parle aussi énormément. Et puis peu à peu, j'ai découvert aussi tout le mix média et tout, donc la possibilité de travailler en couches. Puis ça c'est passionnant aussi, quoi. Ouais, tu vois, voilà, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment le goût de ça, quoi. C'est vraiment un truc qui me... C'est mon truc, en fait. Ça me plaît. Quand je fais ça, je suis bien, quoi. Je suis dans mon truc. Représenter la réalité, ça m'a jamais vraiment intéressée, en fait. Voilà, parce que c'est pas moi, en fait, hein, tout simplement. Enfin, tu vois, je peux pas vraiment donner d'explication, en fait. C'est pas un challenge intellectuel pour moi, tu vois. Comprends, ouais. Alors que l'abstraction, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer du chaos et sortir du chaos, en fait. Et ça m'intéresse, tu vois. Ça m'intéresse d'essayer de trouver la porte de sortie pour remettre de l'harmonie, remettre de l'équilibre et aboutir à une toile qui se tient, qui marche, qui fonctionne. Ce qu'on ne réussit pas toujours à faire, hein, c'est bien clair. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça le truc qui me plaît dans l'abstraction, en fait. Et bon, après, on va peut-être développer davantage, mais... Et on dit souvent, dans l'abstraction, on exprime quelque chose, que ce soit une émotion, une idée. Et pour toi, c'est quoi? Quand tu commences à peindre, est-ce que tu as déjà une intention? Tu pars avec une intention? Ou est-ce que c'est en peignant que quelque chose ressort? Oui, c'est ça. Et après, avec recul, tu te dis, en fait, c'est ça que j'avais besoin d'exprimer. J'ai pas d'intention, à part d'être dans le jeu, en fin de compte. Tu vois, à part d'être dans le jeu, de créer une surface et de répondre à cette surface et d'être comme ça dans un espèce de dialogue au fur et à mesure. Après, je pense que mes choix de couleurs et ma manière de peindre transmettent certaines émotions aussi. Alors il y a des peintures que les gens vont trouver plutôt calmes et qui vont les apaiser. Il y en a d'autres qui sont très vibrantes et très énergisantes en fin de compte, et peut-être que ça reflète deux parts de ma personnalité, je sais pas. Mais je peux pas vraiment dire que ce soit conscient, tu vois. Non, c'est pas conscient. C'est pas inconscient non plus, mais voilà, je me mets sur la toile sans... Il n'y a pas de manipulation non plus, quoi. Tu vois, je cherche pas à apparaître d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est proche de ce qui se passe quand tu écris, quand tu écris, tu mets de toi sans forcément en être conscient. Ce n'est qu'en relisant que tu le vois, quoi, en fait. Voilà. Et en regardant tes œuvres, qu'est-ce qui est le fil conducteur pour toi? Qu'est-ce qui fait que on regarde ta toile, on dit oui, ça c'est une toile de Gwenaëlle Perron. Qu'est-ce qui ressort sur tes toiles qui est personnel, qui est toi, en gros? Je pense que c'est surtout la couleur, en fait. C'est le choix des couleurs. Après, je suis pas certaine d'avoir encore vraiment un style. Tu vois, j'y réfléchissais ce matin et j'ai fait beaucoup de paysages abstraits. Et je suis arrivée un peu dans une impasse par rapport à ça. Et là, je suis restée à tournicoter quand même dans ma peinture pendant quelques années, sans avoir vraiment une direction bien précise et bien nette. Et justement, là, ce matin, je sais pas pourquoi ça s'est déclenché, tu vois, mais je me suis dit, moi, je veux aller vers une peinture joueuse, je veux aller vers une peinture intense et qui transmet au moins de la joie, et si c'est pas de la joie, au moins de l'allégresse. Tu vois, j'ai envie d'avoir un truc vraiment assez fort, en fait, mais très joueur sur les formes, sur les couleurs, sur la manière de jouer avec les couches, avec les marques, avec tout ça. Et donc, je pense que c'est vraiment vers ça que je vais aller là maintenant. Et ça m'apparaît comme étant ma direction, mais j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Et c'est vrai que quand tu commences, je crois que c'est inévitable d'essayer plein de choses. Du figuratif, de l'abstrait, différentes formes d'abstrait, différentes formes de figuratif, différents médiums, parce que tu te cherches en fait. Et j'en discutais avec une amie qui a décidé de peindre des fleurs, mais elle a fait des portraits, elle a fait plein de choses avant. Et un jour, elle s'est dit, en fait, les fleurs, c'est ça qui me plaît le plus, c'est peut-être ça qui reflète le mieux sa personnalité, c'est peut-être ça qui lui offre le plus de possibilités aussi, j'en sais rien. Où elle s'est sentie vraiment en lien avec la nature, voilà. Et je pense que, ouais, c'est ça, il ne faut pas s'inquiéter de tâtonner un peu, d'aller un peu dans des directions différentes, de toucher un peu à tout, parce que, surtout quand on commence un peu tard dans la vie comme nous, on a besoin de trouver
ce qui résonne vraiment en nous. Et alors, tu vois, c'est drôle parce que quand j'ai fait la formation avec Nicholas Wilton en 2019, j'ai peint une toile qui était une forme de peinture joueuse, avec des couleurs, avec une grande liberté. Et je me souviens très bien qu'en la peignant, j'ai ressenti un bonheur, mais inimaginable, tu vois, mais vraiment. Ouais. Et en fait, elle était tellement différente de ce que j'avais fait avant que j'ai pas continué dans cette voie-là, en fait. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je me dis, mais c'est ça que tu as vraiment envie de faire. Tu vois reviens, C'est étonnant, hein. Ouais. Et cette toile, je l'ai plus parce que elle me troublait tellement, en fin de compte, que je l'ai recouverte. Ah c'est dommage. C'est complètement dommage, oui, tu vois. Dommage, ouais. Mais je m'en souviens très bien. T'as gardé une photo, peut-être? Non, même pas. Même pas. C'est comme ça. Mais voilà, et j'ai repensé à tout ça ce matin et je me suis dit, oui, à ce moment-là, j'avais vraiment ressenti... Et tu sais, tu le sens dans ton corps que oui. Que t'es à ta place, en fait. Ouais, on a ces petits moments d'extase quand on sent que exactement. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et toi, alors, ton expérience de l'abstraction? Comme tu sais, moi, je suis plus dans le figuratif, mais c'est vrai que j'ai un peu un pied dans chaque monde, un pied dans l'abstraction et un pied dans le figuratif. Depuis, je pense que quand j'ai commencé, j'étais vraiment que dans le figuratif. Je pense que l'abstrait ne me parlait pas. Et comme je disais, il y a une vingtaine d'années en arrière, il m'est arrivé d'aller dans des grands musées d'art moderne et de tomber devant des peintures de Mondrian ou de Pollock et de rester complètement insensible par rapport à ces œuvres. Donc, je pense peut-être que je n'avais pas les connaissances ou la maturité, ou en tous les cas, ça ne me parlait pas du tout. Et puis en vieillissant, et puis avec l'expérience aussi dans l'art, j'ai une compréhension différente des œuvres. Donc aujourd'hui, je peux regarder un tableau abstrait, même si je ne vais pas apprécier l'esthétique, je vais apprécier la technique. Je vais quand même passer du temps à la regarder, prendre du recul et de comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce que l'artiste a voulu exprimer, et comment il s'y est pris, comment la toile s'est réalisée. Et ça, je trouve très intéressant dans l'art abstrait. Après, de connaître aussi la démarche de l'artiste, ça peut aussi t'aider à comprendre son travail. Ouais. Et ça, c'est pour ça que c'est toujours intéressant aussi de chercher à en savoir plus, en fait. Qu'est-ce qui motive la personne à faire ça, en fait. Ouais. D'ailleurs, il y a une série de vidéos sur YouTube, la BBC a fait 6 vidéos. Je me souviens plus, c'est l'artiste. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Donc, c'est 6 épisodes où il parcourt un peu tous les grands artistes abstraits et il donne des explications. Et c'est vrai j'ai trouvé très intéressant de regarder parce que du coup, mon regard est différent aussi. Oui, tu rentres dans l'univers de la personne, en fait. Tu comprends un peu mieux. Donc après, par rapport à ma pratique, l'abstraction, alors souvent je démarre avec l'abstraction, mes œuvres. C'est-à-dire que j'exprime à travers les gestes, la couleur, les traits. J'aime beaucoup utiliser les médias mixtes, donc utiliser différentes techniques pour un peu explorer tout ce qui est possible. Donc j'aime bien commencer comme ça. Souvent, par contre, l'œuvre, j'ai besoin de représenter quelque chose de figuratif, même si c'est pas une représentation exacte ou précise, mais j'ai besoin d'au moins suggérer. T'es entre les deux, en fait. Voilà. T'es entre l'abstraction et le figuratif, avec une part de possible imagination par rapport à ce que t'as peint, mais en même temps suffisamment reconnaissable. Oui, j'ai besoin qu'on puisse situer, qu'on devine un paysage, qu'on devine un arbre, qu'on devine quelque chose, qu'on arrive à y voir quelque chose. En tous les cas, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Il faut que moi, je puisse percevoir quelque chose. Mais après, évidemment, les autres aussi vont le percevoir. Et puis parfois, mes œuvres sont vraiment dans le figuratif. Mais même si elles sont dans le figuratif, j'aime pas du tout être dans la précision. J'aime pas peindre à la perfection quelque chose. Personnellement, je vois pas l'intérêt à faire ça. Et donc, ça va être plutôt dans la manière d'appliquer la peinture. C'est ça qui va être abstrait. Oui, c'est ça. C'est le premier pas vers l'abstraction, c'est de schématiser ou de simplifier ou de.
Ouais. Et donc, là, je suis un peu dans une période de questionnement. Je crois que je l'avais déjà mentionné l'année dernière, parce que autant j'aime toujours garder ce pied dans le figuratif, autant j'aimerais aussi, cette année notamment, vraiment réaliser des toiles entièrement abstraites et pas mettre du figuratif. Et voir si j'y arrive. Parce que j'avais essayé, justement, moi aussi, j'avais fait le CVP avec Nicholas Wilton. Lui, c'est un artiste abstrait. Ouais. Et quand j'ai fait ce cours, je me suis dit, bah oui, de toute façon, c'est un cours, je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai essayé de faire de l'abstrait pur. Et je m'y perdais complètement. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça, j'arrivais pas à comprendre... qu'est-ce que je devais faire, quoi. Ouais, voilà. Alors après, tu apprends les principes qu'il faut appliquer lorsqu'on peint, mais même une fois que tu as acquis ces principes, je savais pas quoi faire. Bien à l'époque, je savais pas quoi faire. Et aujourd'hui encore, des fois, je me retrouve dans cette confusion. Donc c'est pour ça que pour moi, un élément figuratif est souvent essentiel dans mes œuvres. Il a besoin d'apparaître. Donc voilà, on verra ce que l'année va... Alors moi, j'avais posé la question sur ma chaîne YouTube de savoir est-ce que les gens pensaient que le peindre de manière abstraite était plus facile, en fait. Et les avis étaient complètement partagés. C'était le même pourcentage d'un côté et de l'autre. En fait. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, quand on ne connaît pas vraiment, que l'abstraction, effectivement, ça peut être plus facile. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une liberté créative énorme. Ouais. Tu te dis, je pourrais faire n'importe quoi et ça va faire un tableau abstrait. Donc effectivement, ça c'est quand tu débutes, que tu connais pas, que tu n'as pas trop de repères et tout, tu as cette sensation que tu peux faire n'importe quoi en fait. Et puis après, il y a un côté aussi de curiosité, c'est-à-dire que tu te dis, bah, tiens, je vais faire telle marque, je vais essayer tel médium, je vais associer ça et ça, on va voir ce que ça va donner. Donc... Ça fait aussi appel à des choses que tout le monde possède. La curiosité de tester des matériels, c'est pas compliqué. Il y a ce côté expérimentation aussi. Alors tiens, si je mélange de la cendre avec du médium, qu'est-ce que ça va donner ? Enfin, tu peux faire plein de trucs. Tu peux vraiment aller dans plein de directions. Tu te dis... Ça va être une expression personnelle, donc tu as l'impression que c'est plus facile de t'exprimer toi plutôt que de chercher à coller au réel, ou choses comme ça. Donc tu peux t'imaginer des choses comme ça, et puis c'est vrai qu'il y a une histoire de gestuelle, de faire des marques, donc effectivement, hein, tu peux mettre une grande feuille par terre, t'amuser à peindre avec... tout le bras, pas seulement la main, tu peux pieds. Oui, c'est ça, tu peux te peindre avec les doigts, avec les pieds, avec ce que tu veux, avec des objets que tu as trouvés. Enfin, voilà, les possibilités sont énormes. Donc quand tu commences, tu te dis bon bah c'est super quoi, j'ai pas besoin de savoir tenir mon pinceau, de parfaitement savoir voilà. Mais en pratiquant, voilà, tu t'aperçois de tout ça, de ce que tu disais, c'est-à-dire que tu te retrouves face à la toile blanche et la liberté est tellement énorme et les possibilités sont tellement nombreuses que tu dis, t'es perdu. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais ? Oui, je pense pour moi la difficulté, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, si tu veux peindre quelque chose dans le figuratif, ben tu vois un arbre, tu dis, je vais peindre l'arbre, tu as une référence, donc tu sais vers quoi tu tends. Alors que quand tu fais de l'abstrait, à un moment donné, dans l'exécution, tu te poses la question, mais je veux aller où avec ça ? Et c'est là où... Pour moi, c'était bloquant dans le passé parce que je savais pas, exactement ce que je voulais exprimer. C'est ce que les Anglais, les Anglo-Saxons appellent le messy middle. C'est-à-dire que tu commences, t'es dans la joie de commencer, d'expérimenter et tout, puis d'un coup tu te retrouves avec une espèce de bouillasse sur ta toile et tu dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça quoi. Et c'est pas évident. Et donc voilà, donc la première chose c'est comment restreindre un peu ma liberté, comment me mettre des contraintes pour peut-être ne pas être perdu devant ma toile. Et puis après, si tu veux que ta toile, elle fonctionne, bah, il va falloir quand même que tu t'intéresses aux principes esthétiques de composition, de palette de couleurs, de forme, de design, de valeurs, de choses comme ça. Mmh. Donc tu peux pas vraiment faire l'impasse dessus si tu veux vraiment progresser. Je veux dire, tu peux très bien t'amuser avec les couleurs qui sortent directement des tubes. Enfin voilà, comme on a fait toutes et tous au début, hein, parce que tu sais pas. Mais peu à peu, ton œil s'exerce et devient de plus en plus exigeant. Et du coup, tu te dis, ah ben non, là, ça va pas, ça colle pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Il y en a trop dans tous les sens, on sait pas où regarder. Enfin, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, tu es obligé quand même de
de t'intéresser à tout ça et d'en apprendre un peu plus. Et puis après, moi ce que je vois aussi, c'est que quand tu vas dans l'abstraction, c'est quelque chose qui vient de toi. Donc il faut que tu exprimes des choses que tu as en toi, consciemment, inconsciemment, ou entre les deux, comme je disais tout à l'heure. Mais donc ça veut dire quand même qu'il faut une certaine capacité à l'introspection, à savoir ce que tu aimes, ce vers quoi tu as envie d'aller, quels sont les sujets qui t'intéressent, ce que tu as envie d'exprimer, est-ce que tu as envie d'exprimer la joie, la colère, le désir, enfin voilà, il faut quand même avoir une certaine clarté, je pense, par rapport à ça. Donc c'est pas forcément facile non plus de... Non, c'est pas facile. Je pense que dans l'art tout comme dans l'art figuratif, dans l'art abstrait, il y a quand même... il faut avoir cette boîte à outils qui est nécessaire pour faire une œuvre qui est réussie. Juste balancer de la peinture ou gribouiller sur une feuille. C'est ça. Comme on voit quelquefois chez des gens qui sont débutants ou qui font ça comme un hobby, voilà, ils mettent des touches de peinture et puis ils étalent ça au couteau de manière un peu... Oui, puis on entend souvent des remarques de gens qui ne connaissent pas forcément l'art abstrait ou qui n'ont pas une compréhension de l'art abstrait. Ils vont dire, ouais, mais mon gamin de 5 ans, il arrive à faire ça. Oui, ça voilà, c'est classique. La phrase classique. Mais la chose, il y a différents éléments qui vont différencier justement un dessin, une peinture faite par un enfant de 5 ans et un artiste abstrait établi et qui a des connaissances. Et peut-être ce serait bien qu'on parle justement des choses, des éléments qui font qu'une œuvre abstraite va être une œuvre de qualité. Et donc, comme je disais, tout comme dans l'art figuratif, d'abord il y a les éléments de composition. Donc le design de l'œuvre, il faut qu'il soit cohérent, qu'il soit attirant, qui interpelle, qu'il soit intéressant. C'est ça, qu'il y a une forme d'équilibre ou d'harmonie qui se dégage en fait. Voilà, donc il faut avoir des notions sur le design. Après, tu parlais de couleurs, donc c'est l'usage des couleurs, mais aussi la tonalité, donc les valeurs des couleurs, ça il faut bien maîtriser. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir gérer les contrastes et justement mettre en valeur certaines parties du tableau et assombrir d'autres zones, et tout en tenant en compte le design qu'on souhaite garder. Et donc justement la valeur des couleurs est essentielle pour garder cette composition cohérente. Et après, moi j'avais envie d'ajouter aussi qu'il y a 3 choses qui me paraissent vraiment importantes. La technique. Je pense que c'est important de maîtriser une technique pour pouvoir faire quelque chose d'abouti. Oui. Voilà, donc que ce soit l'acrylique, l'huile ou peu importe, les pastels, il faut bien connaître ces techniques-là. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a lu un bouquin sur comment peindre à la peinture à l'huile que du coup on sait peindre à la peinture à l'huile. Il faut vraiment, c'est à travers la pratique qu'on apprend. Toujours. Toujours. Donc à nouveau c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps différent pour tout le monde, mais je pense qu'il faut une pratique et puis constante, régulière, pas quelque chose où on fait une fois tous les 2 mois. Ça c'est valable pour tout, je crois. Voilà, que ce soit figuratif ou abstrait, il faut être régulier dans son travail. Voilà. Et donc la technique, la pratique, et ensuite pour moi c'est, je pense, donc on parlait de qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers l'art abstrait. Donc on peut soit démarrer avec une intention, soit l'intention elle arrive à un moment donné. Mais à un moment donné il faut décider, il faut faire ce choix de se dire ok, maintenant qu'est-ce que je veux représenter. Et ça, je pense, c'est nécessaire, c'est essentiel. Parce que face à une œuvre abstraite, la plupart des gens vont quand même... ils n'ont pas d'éléments figuratifs auxquels ils peuvent s'attacher. Ils ne peuvent pas se dire « Ah oui, ça ressemble à telle chose ». Non, ça ressemble à rien, à rien de visuel. Donc, il faut que, en tant qu'artiste abstrait, on puisse accompagner la personne qui va regarder l'œuvre et dire voilà, là je veux vous faire ressentir la joie, là je veux vous faire ressentir le deuil, là j'ai envie de juste vous faire un voyage à travers les couleurs, ou j'ai envie de exprimer de la puissance de quelque chose.
Donc voilà, c'est à un moment donné, je pense qu'un artiste qui fait de l'abstraction arrive à mettre en image ce qu'il est, son intention. Disons que oui, je pense que c'est absolument nécessaire, parce qu'effectivement, le tableau, il ne se suffit pas à lui... Enfin, il y a beaucoup de gens qui, face à une toile abstraite, vont se dire « je ne comprends pas », donc je regarde pas, donc ça m'intéresse pas en fait. Et donc il faut réussir à faire en sorte d'aider les gens à dépasser ce blocage, parce qu'en fait quand les gens sont face à une toile et qu'ils comprennent pas, ils ont l'impression qu'ils sont bêtes. Ils ont l'impression que c'est eux qui ont un problème en fait. Alors que en réalité, l'abstraction, elle demande de changer son point de vue, c'est-à-dire qu'on va passer de la représentation de quelque chose de réel qui veut exprimer, je sais pas, la beauté d'un paysage, la coque d'un bateau, enfin voilà, donc c'est évident, à quelque chose qui va être l'expression d'une émotion, qui va être l'expression de quelque chose d'interne et de singulier et de propre à l'artiste. Et donc, il faut se laisser imprégner par la toile. Et je ne sais pas si toi tu écoutes du jazz ou pas, mais moi je sais qu'un morceau de jazz, quelquefois, à la première écoute, je me dis « Ah !» Et puis, il y a quand même des choses qui m'intéressent, donc je vais le réécouter. Et une fois que je l'aurai réécouté 3 ou 4 fois, je vais en découvrir toute la richesse et tout l'intérêt. Et donc, je pense qu'une toile abstraite, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va peut-être désarçonner la première fois qu'on va la regarder. Oui. Mais il faut y revenir, en fait. Il faudrait essayer de faire avoir une espèce de va-et-vient pour se dire, bon, je comprends pas tout, mais je vais y revenir. Et puis, je vais m'asseoir devant, puis je vais me laisser imprégner, tu vois, parce qu'on touche vraiment à autre chose, en fait. Et ça, je crois qu'il y a des personnes qui sont un peu allergiques à ça. Et donc, effectivement, en tant qu'artiste, il faut être capable d'expliquer sa démarche, pourquoi ça m'intéresse, comment je fais. C'est vraiment important, en fait. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire aussi que, par contre, par rapport à l'art abstrait, comment moi je le perçois, comme tu dis, hein, c'est vrai que plus on passe du temps avec une œuvre, plus on la comprend, ou en tous les cas, on a l'impression de mieux la comprendre. Par contre, ce qui s'avère pour moi, c'est que, bon, chez moi, j'ai des peintures originales de différents artistes, j'ai du figuratif et de l'abstrait. Et personnellement, je suis toujours aussi enthousiaste face aux peintures figuratives que j'ai. Alors, elles sont figuratives abstraites, on va dire. J'ai pas les petits bateaux avec les petits phares, les petites maisons. Qu'est-ce que tu as contre les bateaux ? J'ai pas les tableaux typiques, mais je ne sais pas pourquoi, mais les peintures abstraites, parfois... alors, c'est pas avec toutes les peintures, mais certaines peintures abstraites, en y revenant, elles me lassent. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'il y a aussi des peintures abstraites où ça ne se passe pas. Ouais. Où je peux revenir et puis, du coup, tiens, je vais découvrir un petit détail, un petit truc, une petite nuance. Puis je me dis, ah ouais, ça, j'avais pas vu. Ou alors, je réalise que d'un jour à l'autre, selon mon état d'âme, ma perception est différente. Mais avec beaucoup d'œuvres, malheureusement, ce qui arrive, c'est que je m'en lasse. Oui, je pense que de toute façon, je veux dire, c'est vraiment un cheminement, en fait. Déjà, c'est un cheminement peut-être pour aller vers l'abstraction, parce que souvent, on commence par le figuratif, et puis... par intérêt, parce que ça correspond à notre personnalité, on s'en détache peu à peu et on va vers quelque chose de plus abstrait. Oui, et par rapport au fait que tu te lasses, je pense que notre œil devient de plus en plus exercé, en fait, et tu t'aperçois au fil des années que les artistes qui te faisaient vibrer au début, quand tu les retrouves 3-4 ans après, tu t'aperçois qu'en fin de compte, ça t'impressionne plus tant que ça. Ouais. Et donc, ton goût, il change vraiment. Il change selon ton humeur, il change selon ta capacité aussi à évoluer toi-même. Il change peut-être avec les saisons aussi. Donc, il faudrait peut-être avoir tourné, en fait, pas mettre tout le temps les mêmes toiles. Ah oui, j'ai fait tourner. Bon, ça, c'est super. mais oui, je pense que vraiment, c'est dans le travail et dans le regard et dans la manière d'aborder les choses, c'est vraiment un cheminement, quoi. On peut avoir l'impression que c'est quelque chose de statique, on a un style et tout, mais quand tu regardes sur la durée le travail des artistes, il y a toujours une évolution. Ça change. Tu regardes même à 2-3 ans sur Instagram, c'est facile de revenir en arrière, par exemple, et de regarder le travail des artistes, et tu t'aperçois
comment ça évolue. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Et c'est ça aussi qui rend les choses vraiment passionnantes. Et donc, dans le domaine de l'abstraction, ce qui peut être apparemment facile, mais qui est difficile aussi, c'est de trouver ton style. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que quelquefois, c'est tellement disruptif, c'est tellement nouveau, c'est tellement hors de ce que tu faisais jusqu'à maintenant que ça te fait presque peur. Et tu te dis non. Et ton cerveau, il revient vers ce qu'il connaît déjà et ce qu'il sait faire. Et moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé, où je commençais quelque chose de très abstrait, et là, mon cerveau frisait. Il disait non, mais là, où tu vas, quoi. Et insensiblement, je revenais vers un paysage abstrait, vers quelque chose de connu, et ça m'énervait, parce que c'était pas ça que je voulais faire au départ. Mais tu vois, c'était rassurant, en fin de compte, tu reviens sur des choses. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps d'infuser tout ça, d'évoluer, parce qu'en fait, ton inspiration, elle évolue peut-être pas à la même vitesse que ton mental, tu vois, et donc il faut aussi te laisser cette capacité à expérimenter, à essayer sans mettre d'enjeu, parce que c'est ça qui rend les choses intéressantes. Ouais. Ça me fait penser, c'est quand on commence à peindre, on nous suggère toujours de partir avec des petits formats, 20 par 20, 30 par 30, voilà, commencer petit. Et puis au fil du temps, quand on prend un peu confiance, on a un peu d'expérience, on peut passer à des formats plus grands. Donc pour l'art abstrait, pour ce qui me concerne, l'année dernière, j'ai fait quelques petites peintures, vraiment toutes petites, 15 par 20. Ah oui, c'est vraiment petit. Vraiment tout petit, mais là, c'est de l'abstraction pure. Il n'y a vraiment aucun élément figuratif. Et j'étais assez satisfaite, en fait, des résultats. Et je me dis, en fait, il faut peut-être que je reprenne cet exercice-là. C'est comme dans le figuratif, en fait. Démarrer petit, et puis une fois qu'on sent qu'on est à l'aise avec le résultat et ce qu'on fait, mais après partir à un format légèrement plus grand. Donc peut-être que c'est comme ça que je vais continuer mon cheminement vers l'abstraction. Et j'ai écouté quelqu'un récemment parler de ça, et il se posait également la question, est-ce que l'art abstrait est plus facile ? Donc déjà, il faut pouvoir évaluer une œuvre. Et cette personne proposait 5 critères différents pour évaluer les œuvres abstraites. Donc la première, c'est la technique. Donc quand on regarde une œuvre abstraite, on va regarder comment elle a été exécutée. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle est, voilà. Le deuxième critère est la qualité apportée à l'œuvre dans son ensemble. C'est-à-dire que même si c'est de l'abstrait et qu'on a l'impression qu'il y a juste de la peinture qui a été balancée sur une toile, on peut quand même, en regardant de près, s'apercevoir si la personne, elle a bien soigné son travail. Tu vois, c'est pas bâclé, c'est pas... Si elle a voulu faire une ligne droite, est-ce que la ligne est vraiment droite ou est-ce qu'il y a des bavures à côté ? Attends, je sors mon... Non, mais je pense qu'effectivement, on peut très bien regarder une œuvre et puis se dire, ok, ça a été un peu bâclé ou ça, il y a vraiment eu un travail pour aller jusqu'au bout du truc. Donc lui, il parle de ça. Le troisième critère, c'est son originalité. C'est vrai que, comme tu disais, l'art abstrait, c'est une expression de soi. Donc l'originalité vient du fait que tu exprimes quelque chose qui est personnel. Ouais. C'est ton message, c'est qui tu es. Donc ça doit transparaître dans les œuvres que tu produis. Le quatrième critère est la continuité sur plusieurs œuvres. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait une œuvre abstraite qui remplit les autres critères que c'est bon, tu es un artiste abstrait. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on te disait. Voilà, c'est vraiment le cheminement et l'évolution qui sont importants aussi. Donc le fait de savoir maîtriser la technique, d'apporter de la qualité, apporter son originalité, il faut pouvoir faire ça répéter l'exercice sur plusieurs œuvres. Et finalement, il parlait aussi de la pertinence du travail dans le contexte historique, lorsqu'on parle des artistes qu'on a cités tout à l'heure, ou pour la personne, qu'est-ce que l'œuvre nous raconte ? Est-ce qu'elle témoigne de la société dans laquelle l'artiste s'insère, en fait ? Alors, il y a ça, et puis aussi, est-ce que l'artiste arrive à exprimer, arrive à raconter une histoire ? C'est quoi cette histoire ?
Et là, on en parlait tout à l'heure, il y a une différence entre une œuvre esthétiquement bien satisfaisante, satisfaisante, et une œuvre qui quand même interpelle, qui va un peu au-delà. Dérangée, Et j'ai trouvé intéressant que cette personne qui parlait de la qualité des œuvres abstraites, elle n'a jamais cité l'esthétique, elle n'a jamais dit il faut que ça soit joli, il faut que ça soit harmonieux. Et je pense que c'est ça en fait, parce qu'on en voit sur Instagram, sur Facebook, on voit des artistes qui exposent leurs œuvres, et elles sont purement esthétiques, elles sont jolies. C'est l'époque qui fait ça aussi. Oui, c'est l'œuvre qui va aller bien avec la couleur du canapé. Bien sûr. Et puis il y a des artistes qui travaillent aussi de cette manière. Les clients vont leur dire, voilà, mon intérieur, il a ces teintes-là, j'aimerais une œuvre qui reprenne ces couleurs-là. Oui, bien sûr, et que ça soit esthétique et harmonieux. Alors, est-ce que ça, c'est de l'art ? On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que c'est deux manières d'approcher l'art abstrait. C'est-à-dire soit on le fait en exprimant quelque chose qui vient de l'intérieur, soit on le fait pour répondre à une demande extérieure. Qui est peut-être aussi une expression de soi qui ne veut pas prendre trop de risques et qui se contente aussi de quelque chose qui... Tu vois, tu as des fois l'impression qu'il y a des artistes qui trouvent un peu un filon et qui l'exploitent, et pendant 20 ans, ils font un peu la même chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'art, mais ça veut dire que toi, ça ne t'intéresse pas particulièrement. Au début, peut-être que ça t'aurait intéressé, mais le fait que ça n'évolue pas et qu'il n'y a pas d'évolution, ça rend les choses un peu moins intéressantes, en fait. Non, moi, je crois qu'il faut faire attention quand même de ne pas être trop élitiste par rapport à ça, et de laisser les gens faire l'art qu'ils ont envie de faire, et il faut bien vivre aussi, et tu comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui fassent un art qui ne dérange pas, parce que ça va être un art qui va se vendre plus facilement, de la même manière qu'on va faire plus facilement du figuratif, parce que ça se vend plus facilement aussi. Mais après, voilà, moi je suis vraiment pour une grande liberté par rapport à ça, et pour pas... déconsidéré, parce que c'est un peu ce qu'on a tendance à faire en France quand même, tu sais, on a notre côté un peu un télo, gaucho, machin. Non, mais c'est vrai. Et moi, je vois bien dans mon groupe, il faut laisser les gens avoir le plaisir de créer, peu importe ce que ça donne, même si c'est des choses naïves, ou très douces, ou très calmes, ou voilà, qui sont peut-être pas hyper intéressantes, mais au moins si la personne, elle a eu du plaisir à le faire, et que pour elle, c'est significatif... Pourquoi pas, pourquoi s'empêcher, quoi, tu vois, tout le monde ne peut pas se mettre à un niveau d'exigence artistique très élevé, tu vois ce que je veux dire, même nous, je veux dire, vu le moment où on a commencé, vu où on est, vu notre époque, vu tout ça, on peut pas se comporter comme des artistes émergents qui vont avoir des exigences ou une vision des choses extrêmement radicale, quoi, tu vois. Oui, après je pense que c'est toujours on peint dans quel but? Enfin, c'est là où il faut se poser la question. Si on peint pour son propre plaisir, pour son développement personnel, ou peu importe, pour un hobby, voilà, nos aspirations, nos ambitions ne vont pas être les mêmes que quelqu'un qui souhaite être reconnu, pouvoir exposer dans des beaux salons, exposer dans des galeries connues, dans des grandes villes. Voilà, donc du coup, c'est là quand même où il faut réfléchir donc à ces critères et se dire, selon ce qu'on souhaite faire, si on a vraiment des grandes ambitions, il faut tenir compte du fait qu'il faut avoir de la technique, de la qualité, de l'originalité, de la pertinence, toutes ces choses-là, pour se démarquer des autres, parce qu'il y a énormément d'artistes qui font de l'art abstrait, comme de l'art figuratif. Bien sûr. Donc... Mais tu vois que ceux qui restent dans l'histoire, à travers l'histoire, c'est des gens qui se sont donnés totalement à leur art aussi, quoi. Et qui souvent, les femmes n'ont pas d'enfants, ou elles sacrifient leur famille, enfin, et les hommes font preuve d'arrogance, d'égocentrisme, de tout ce que tu veux, parce qu'ils sont tellement dans ce qu'ils font, en fin de compte, que tout le reste devient secondaire, et tout le monde n'est pas prêt à ce genre de sacrifice, et tout le monde ne trouve pas son plaisir non plus dans cette espèce d'intensité de relation, c'est même plus amoureuse avec son art, mais de relation totalement passionnelle, en fait. Donc, mais après, je crois qu'il faut se garder d'émettre trop de jugement, et moi, je trouve que l'expression artistique, c'est ça qui est important, et peu importe la forme que ça prend, du moment que... Absolument.
Ouais. Donc en fait, pour résumer, on va dire que peindre de manière abstraite, au premier abord, ça peut paraître plus facile parce que on a l'impression d'avoir une plus grande liberté créative, il y a moins de carcans au niveau de la technique, au niveau de tout ça, mais qu'en fait, si on veut faire un art abstrait qui soit quand même de qualité, il faut quand même creuser un peu, il faut s'intéresser aux principes esthétiques, il faut apprendre les techniques, et donc c'est pas si facile que ça en a l'air, et je pense que plus tu peins de manière... plus tu as été là-dedans longtemps, plus tu vas vers une espèce d'épure et de simplicité qui, effectivement, peut paraître ressembler au travail d'un enfant, mais c'est justement tout le travail qui est derrière et que tu ne perçois pas forcément. C'est comme les grands calligraphes. Ils ont un geste tellement pur que, tu vois, l'idéogramme sort tout de suite. Mais derrière, il y a des années et des années et des années à noircir du papier et à se tromper. Et voilà. Mais ça, on ne le sait pas, quoi, en fait. Alors, Sabina, on est en plein hiver, il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'expos en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Non, et puis c'est vrai qu'en hiver aussi, on a peut-être moins envie de bouger. Il a fait froid, plus froid que d'habitude, en tous les cas ici en Bretagne. Ouais, les Bretons, dès que ça descend en dessous de 10, ils sont affolés. Je crois, c'est là où je sais que je suis bretonne, en fond, parce que je supporte pas, quoi. Dès que la température passe en dessous de 10, j'ai juste pas envie de sortir, quoi. J'ai discuté l'autre jour avec une amie peintre norvégienne, moins 25 il a fait chez elle, moins 25. Ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est une période qui est moins faste au niveau artistique, mais il y a quand même des choses qui se dessinent pour le printemps. Oui, en fait, décembre et janvier sont un peu les mois où tombent les réponses des différentes applications qu'on ait pu faire pour des salons ou des galeries. Donc, moi, j'ai eu 2 bonnes nouvelles récemment. Donc, juste avant Noël, c'était un peu mon cadeau de Noël avant Noël. J'ai été acceptée pour exposer au Salon des Beaux-Arts de Lorient. Donc, ça sera du 3 au 10 mars. D'accord. Le vernissage. Oui, donc ça approche quand même. Ouais, le vernissage, c'est le 2 mars. Donc, je suis très contente. En plus, je ne connais pas ce salon, mais on est plusieurs exposants. Et c'est un salon qui a démarré, je crois, au début des années 1900, tu vois. Ah oui, d'accord. Il existe depuis 1907 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une vieille institution. Et puis, je vais aussi... Enfin, j'ai été acceptée, ma candidature a été acceptée pour exposer dans un lieu qui est assez prisé ici dans la région. C'est la Maison de la Pointe à l'île Tudy. C'est un lieu superbe. Ça vaut la peine juste d'aller... pour voir l'île Tudy, parce que c'est un endroit... On a l'impression d'être un peu au bout du monde et c'est très joli. C'est typiquement breton, avec ces petites maisons. L'île Tudy, c'est super sympa. C'est vraiment très joli. Et donc, la galerie se trouve plein cœur de l'île Tudy et c'est juste à quelques mètres de la mer. Donc, je me réjouis d'exposer là. J'y suis allée dans le passé voir d'autres expositions. Et la salle est juste extraordinaire et j'ai vraiment hâte de... Pour les gens qui ne connaissent pas l'île Tudy, en fait, ce n'est pas une île, c'est une presqu'île, c'est une pointe, en fait. Et c'est vrai que quand on se balade dans la rue centrale, en fait, on regarde dans les rues perpendiculaires et on voit la mer des deux côtés, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est plein de petites maisons typiques, il y a quelques cafés sympas aussi. Enfin, il y a une atmosphère qui est vraiment, vraiment très agréable et très chouette. Donc, c'est un petit coin qui vaut le détour, quoi. Voilà. Donc, je vais exposer là au mois de mars pour une semaine. Donc, je suis très contente. Bon, c'est super tout ça. Je prépare tout ça. T'as raison, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu... écoute, dans l'actualité proche, tout va se jouer fin janvier, en fait. Donc, je participe à un événement qui s'appelle la Creative Alchimie, et donc j'anime un atelier le 29, un atelier en ligne. Je mettrai le lien s'il y a des gens qui veulent... rejoindre, c'est un challenge créatif en fait, avec il y a une vingtaine d'intervenantes et donc des ateliers qui sont proposés, 3 ateliers par jour pendant 2 semaines, donc c'est quand même, il y a beaucoup de matière. Effectivement, tout le monde on peut pas suivre les ateliers en direct, voilà, mais il y a un replay qui va être disponible au moins 1 an, voire plus longtemps. Donc c'est vrai que si on a envie d'apprendre des nouvelles techniques, c'est plus orienté art journal, mix média, travail dans les carnets et tout. Et là, le thème de l'année 2024, c'est la face cachée des carnets.
c'est pour montrer aussi justement tout le côté pas forcément esthétique, pas forcément réussi des carnets en fait, et pour montrer que c'est un travail nécessaire aussi, qu'on n'aboutit pas toujours. Et donc moi je vais proposer un atelier basé sur la Jelly Plate et comment on peut créer des fonds intéressants dans son sketchbook pour ensuite travailler dessus. Et puis de mon côté, moi je vais organiser alors 2 choses. Dans un premier temps, du 30 janvier au 2 février, un webinaire, en fait une sorte de conférence séminaire en ligne sur l'idée de réveiller sa créativité. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont un peu raplapla parce que c'est l'hiver, qui ont envie d'avoir un petit coup de boost. Ça s'adresse aux personnes qui débutent ou qui ont envie de se mettre par exemple à la peinture, à une activité créative, et puis pour savoir un peu ce qui est important de faire par rapport à sa créativité, comment on peut chouchouter sa créativité en fait. Et donc je vais me pencher sur des sujets comme l'état d'esprit, se créer un environnement favorable, surmonter les obstacles. Et puis ce séminaire, ça va me permettre aussi de parler un peu du cours que je vais proposer à la suite de ça, qui s'appelle Permis de jouer, et qui est donc un cours qui encourage à se baser sur le jeu pour commencer à peindre, avec jeu sur les couleurs, sur les formes, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, l'harmonie, la composition. Super. Voilà. Donc ça s'adresse surtout aux personnes qui débutent Pas forcément. Donc c'est un cours qui va durer 5 semaines, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça va durer 5 semaines, de la mi-février à peu près jusqu'à quasiment fin mars. Et donc il y aura des nouvelles consignes chaque semaine, donc des vidéos où je vais expliquer un peu la technique, comment je fais, et puis les gens auront le temps d'essayer, auront une semaine pour essayer, et puis il y aura aussi 3 entretiens par Zoom en fait, voilà, pour pouvoir échanger, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir montrer le travail des unes et des autres. Puis il y aura aussi un groupe Facebook parce que ça sert aussi à poser des questions, à échanger et tout ça. C'est un peu, ça fait le lien entre tout ça. Donc voilà, moi la période là, elle va être bien remplie au moins jusqu'au mois de mars, donc tout le premier trimestre. Et après, je pense qu'il y aura peut-être des ateliers en ligne, mais je vais aussi m'accorder du temps pour créer personnellement et pour m'atteler justement à cette nouvelle direction que j'ai envie de donner à ma peinture. Super. Voilà, donc tu pars à fond déjà en 2024. J'arrive pas à faire autrement. Non. Et encore, j'ai enlevé. Je m'étais fait un planning qui était hyper trop chargé. Et donc, j'ai enlevé des choses, voilà. Heureusement. Ouais. Et après, je prévois, si ça marche le cours, là, je prévois de proposer quelque chose à la rentrée, quelque chose d'un peu plus conséquent. C'est encore en discussion avec moi-même. Mais c'est un peu une année test pour moi de voir si c'est viable de proposer des cours en ligne et d'en vivre. Voilà, c'est un peu le truc, parce que ça fait quand même des années que je peins, ça fait quand même des années que financièrement c'est quand même très très limite, et j'ai envie de dépasser un peu ce stade-là et de voir si ça peut marcher ou pas. Donc je mets un peu le paquet et puis on verra bien. Super, je te souhaite de belles réussites. Écoute, oui, j'espère. J'ai pas mal d'inscrits pour le webinaire là. Bon, ça se joue pas en milliers encore, mais je vois que ça accroche quand même. Il y a des gens qui Donc le viennent. Webinaire, il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Ah voilà. Oui, j'ai pas dit ça. Oui, il est gratuit. Important, oui. J'ai tellement l'habitude de travailler gratuitement depuis tellement longtemps que je pense que oui, c'est 4 jours, c'est gratuit. Ah alors voilà, il faut aller s'inscrire. Il faut aller s'inscrire. Mais et donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir aller s'inscrire. Ouais, je pense. Et donc il y aura des replays aussi. Je vais enregistrer ça se fera via YouTube. Donc les gens pourront poser des questions en direct et tout ça. Et je mettrai les replays, ce sera accessible 30 jours. Voilà, ça laisse le temps et je pense que j'ai commencé à élaborer tout ça, et je pense que ça va être vraiment intéressant, cette réflexion sur la créativité, sur comment on crée vraiment les conditions optimales pour créer en fait, parce que c'est important, c'est vrai que ce soit dans ton entourage, dans ton environnement ou dans ta tête, il y a des choses à évaluer, et puis peut-être à changer, à modifier, voilà. Voilà donc les projets.
Bah, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. Hein. Oui. Ouais, bah, ravie de te retrouver en tout moi cas. aussi, écoute, t'es en pleine forme, donc on va se souhaiter d'être toujours en pleine forme comme ça tout au long de l'année, et puis de retrouver cette belle énergie pour notre prochain épisode. Bah exactement. Bonne fin de semaine à tout le monde. N'hésitez pas à partager. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que maintenant les podcasts sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube. On peut y accéder via ma chaîne YouTube. Donc ça peut être intéressant de retrouver tout le contenu au même endroit. Et voilà, donc partagez, laissez-nous des avis, posez-nous des questions, dites-nous les sujets qui vous intéressent pour qu'on puisse envisager d'en parler. Et puis à la prochaine fois. À la prochaine. Salut. Salut.